Bonjour chers amis, c'est Hervé Chezeville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, Khartoum, la capitale du Soudan, est à feu et à sang. Quand deux éléphants s'affrontent, c'est toujours l'herbe qui souffre, dit un proverbe africain qui pourrait parfaitement s'appliquer à la situation à Khartoum, dont le nom, Al-Khortoum, signifie en arabe la trompe d'éléphant. Ce nom serait dû à la forme prise par l'un des deux Nils avant le confluent. En effet, c'est à Khartoum que se rejoignent Nil blanc, venu de la région des Grands Lacs, et le Nil bleu, qui a dévalé depuis les hauts plateaux éthiopiens. Les eaux mêlées de ces deux puissants cours d'eau constituent ensuite le Nil, ce grand fleuve, berceau des grandes civilisations pharaoniques, et qui poursuit son voyage vers le nord à travers les étendues désertiques de la Nubie et puis l'Égypte, avant d'atteindre la mer Méditerranée, après avoir formé un vaste delta. Les deux plus hauts responsables militaires soudanais s'affrontent pour le contrôle de la capitale, mais surtout pour le contrôle du pouvoir. Il s'agit du général Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, le chef de l'armée régulière, et du général Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemedti, qui est à la tête des forces de soutien rapide, une sorte de milice qu'il avait constituée au Darfour. Pour ces deux généraux, Khartoum est devenu un immense, terrain de jeu, un immense champ de bataille. Depuis le début de ces affrontements, plusieurs trêves et cessez-le-feu ont été annoncés, mais ils n'ont jamais tenu plus que quelques minutes. Les deux généraux continuent d'ignorer les multiples appels au cessez-le-feu venus du monde entier, Nations Unies, Union africaine, Washington, Londres, mais aussi et surtout peut-être du Caire, qui, en soutenant le général al-Burhan, joue un rôle crucial dans ce conflit. Depuis le début de la crise, les échanges de tirs et les détonations n'ont pas cessé. Toute la nuit de mardi à mercredi, la ville a encore tremblé. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé les différents cessez-le-feu. Ni al-Burhan, ni Hemedti ne semblent respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des chancelleries internationales, qui n'ont de cesse de les appeler à la raison. Mercredi matin, d'importantes frappes ont eu lieu dans le centre-ville, autour du palais présidentiel et du commandement des forces armées. Les civils, eux, limitent leurs déplacements en ville et ils ne trouvent plus le sommeil la nuit. Ils ont les plus grandes difficultés pour acheter des provisions ou pour transporter des blessés vers les hôpitaux qui fonctionnent encore. Et tout cela est devenu très risqué. Des cadavres jonchent les rues car il est devenu trop dangereux de les ramasser et de les enterrer dignement. L'eau, l'électricité et les médicaments viennent à manquer dans la capitale soudanaise. La situation humanitaire, on l'aura compris, dans cette agglomération dont la population s'élève à 4,5 millions d'habitants, se dégrade de jour en jour. De petits groupes de civils effrayés tentent de fuir Khartoum, se dirigeant vers le sud de l'agglomération avec quelques affaires emportées à la hâte dans des sacs plastiques. Les paramilitaires des forces de soutien rapide, restées loyales au général Hemedti, semblent avoir le dessus, puisqu'elles occupent et contrôlent désormais de larges pans de la capitale. Dans les quartiers résidentiels, les miliciens ont procédé à des arrestations, des pillages et des exactions contre les civils. La situation semble hors de tout contrôle. Ces violences ne sont pas une surprise. C'est en effet l'aboutissement de plusieurs mois de tensions entre les deux groupes et surtout entre leurs deux chefs. À l'origine de cette situation, une lutte de pouvoir entre les deux généraux les plus puissants du Soudan. D'un côté, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige de facto le pays. De l'autre,
son numéro 2, Hemedti, à la tête de ses forces de soutien rapide. Pour comprendre cette rivalité, il faut remonter un petit peu dans le temps, au 11 avril 2019. Ce jour-là, le dictateur Omar Hassan al-Bashir fut renversé par un coup d'État militaire après un long règne qui dura 3 décennies. Al-Burhan et sa junte l'ont remplacé et Hemedti est devenu le numéro 2 du régime. Un accord prévoyant le transfert du pouvoir aux civils fut ensuite conclu avec les partis d'opposition. Mais en octobre 2021, un nouveau putsch eut lieu, perpétré par les mêmes généraux, qui tentèrent ainsi de faire échouer la transition démocratique. Depuis quelques mois, un nouveau processus de transfert de pouvoir aux civils semblait cependant engagé. Mais restait à régler une épineuse question. Comment intégrer les forces de soutien rapide de Hemedti au sein de l'armée régulière? Et puis, qui pour contrôler les soldats? Qui pour contrôler les armes? Les deux généraux ont des positions opposées là-dessus. L'armée voulait une intégration très rapide. Le général al-Burhan, soutenu par l'Égypte et sous pression de certains cadres islamistes de l'armée, conditionnant la signature de l'accord à l'intégration des forces paramilitaires dans les rangs de l'armée, sous son commandement bien sûr. Le chef des paramilitaires, quant à lui, voulait que ses troupes gardent leur autonomie pendant encore une dizaine d'années. Hemedti refusait catégoriquement que son rival se retrouve en position de commander ses hommes et il acceptait seulement que ses forces soient placées sous l'autorité du futur chef de l'État civil, et à condition que l'armée soit purgée de ses éléments islamistes. C'est ce désaccord entre les deux généraux qui semble avoir mis le feu aux poudres. Mais la rivalité entre les deux hommes est plus ancienne. Depuis des années, les forces de soutien rapide du général Hemedti n'ont cessé de monter en puissance. Constituée de 80 à 120 000 hommes, bien équipés, bien entraînés, cette force armée ne répondait pas au pouvoir central et elle a suscité un mécontentement grandissant au sein de l'état-major de l'armée régulière. Avec l'envoi de mercenaires au Yémen et la manne financière de la contrebande d'or pour le compte des Émirats arabes unis, Hemedti est aussi devenu l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du Soudan. La rivalité entre al-Burhan et Hemedti est également personnelle. Les deux officiers se connaissent bien. Ils ont tous les deux opéré au Darfour pendant la guerre civile dans les années 2000, puis durant la guerre civile du Yémen. Et ils sont en concurrence depuis plusieurs années pour récupérer un certain nombre de réseaux de ressources depuis la révolution de 2019. Depuis lors, chaque camp a massivement recruté, notamment parmi la jeunesse du Darfour. Depuis plusieurs semaines, d'importants mouvements d'hommes et de matériel appartenant aux deux groupes antagonistes avaient été observés autour de Khartoum et à l'intérieur même de la capitale. C'est le déploiement d'éléments des paramilitaires autour de la base aérienne de Méroé, dans le nord du pays, le jeudi 13 avril, qui semble avoir provoqué les affrontements qui débutèrent 2 jours plus tard. Depuis, les combats de Khartoum auraient fait au moins 200 morts et ils sont en train de s'étendre à d'autres villes et à d'autres régions du pays, en particulier au Darfour. Ces tristes événements ont fait remonter en moi des souvenirs vieux de 34 années que je souhaiterais maintenant évoquer, car c'est à Khartoum que je débutais ma carrière africaine. Il faisait nuit noire lorsque l'Airbus d'Air France se posa à l'aéroport de Khartoum. En ce mois d'avril 1989, cet atterrissage marquait pour moi un tournant dans ma carrière humanitaire. J'avais jusqu'alors axé celle-ci vers l'Extrême-Orient. À peine une semaine avant de prendre l'avion pour le Soudan, j'avais reçu un appel du siège du Programme alimentaire mondial. Mon interlocuteur voulait savoir si j'étais toujours intéressé par un éventuel travail au Soudan. Jamais, pourtant, je n'avais exprimé le moindre intérêt pour le Soudan. Je ne pensais alors qu'à retourner travailler au Laos ou au Cambodge. Sans réfléchir davantage, je répondis « oui, bien sûr », quand on m'appela de Rome.
Je demandais alors quand il me faudrait partir. On me répondait que je devrais déjà y être et que c'était extrêmement urgent. Je signalais que j'aurais tout de même besoin de quelques jours pour obtenir un visa. Il me fut dit de manière très péremptoire que le bureau du PAM de Khartoum allait faire le nécessaire et que je trouverais le visa à mon arrivée à l'aéroport. C'est ainsi que quelques jours plus tard, je prenais le vol Paris-Le Caire et Le Caire-Khartoum. À l'arrivée même, à minuit, la chaleur était accablante. Je me retrouvais face à un officier d'immigration mal rasé, visiblement mécontent d'être de service un soir de Ramadan. Il entreprit de tourner scrupuleusement chacune des pages de mon passeport. Voyant cela, je lui dis, en anglais, de ne pas chercher le visa, parce qu'il n'y en avait pas, et qu'il devait probablement l'avoir dans ses papiers. Je n'ai jamais su s'il comprenait l'anglais ou pas. L'officier mal rasé tournait les pages d'un gros registre, mais mon nom ne semblait pas y apparaître. Quelques instants plus tard, 2 autres officiers m'emmenèrent récupérer ma valise qui tournait, seule, sur le tapis roulant. Les autres passagers étaient partis depuis longtemps. Personne n'était là pour m'attendre. On me conduisit dans une petite pièce où se trouvait une unique chaise pour tout mobilier. Et on m'y enferma. Épuisé, je ne parvins pas à m'endormir. Les heures passèrent. Soudain, quelqu'un entra dans la pièce. « Smoking or not smoking ?» me demanda-t-il abruptement. Devant mon incompréhension, non pas de son anglais, mais de l'à propos d'une telle question, il me la répéta plusieurs fois, en brandissant une carte d'embarquement sous mon nez. C'est alors que je compris que l'on s'apprêtait à me remettre dans l'avion. J'indiquai clairement que je n'avais aucunement l'intention de quitter le Soudan, que le bureau du PAM m'attendait, que c'était urgent. 1 heure plus tard, un Européen portant l'uniforme d'Air France entra dans la petite pièce et me dit « Je ne sais pas quel est votre problème, mais je vous en supplie, montez dans l'avion, je ne peux pas décoller sans vous. » Ne voulant pas désespérer davantage le commandant de bord, je finis par acquiescer tout en l'avertissant que je descendrais à l'escale du Caire. 2 heures plus tard, je me retrouvais à l'aéroport du Caire où je filais directement au bureau d'Air France pour expliquer ma situation et demander que l'on ait la gentillesse d'envoyer à Rome un telex dont j'avais préparé le texte et dans lequel j'indiquais que j'attendrais au Novotel. Après m'y être rendu en taxi, j'entendis le téléphone sonner alors que j'ouvrais la porte de ma chambre. C'était le siège du PAM. On m'ordonna de ne pas bouger. Un employé du bureau du Caire venait chercher mon passeport pour aller demander un visa à l'ambassade du Soudan. Ce qui fut fait. Il me fallut cependant passer 3 jours au Caire, durant lesquels j'eus tout le temps d'aller voir les pyramides de Gizeh. Enfin, je pus prendre un vol d'Égyptaire pour Khartoum, au milieu de la nuit, à nouveau. Et je me retrouvais devant le même officier d'immigration mal rasé, toujours aussi insatisfait d'avoir à être à son poste un soir de Ramadan. Surpris de me revoir, il parut presque déconfit d'avoir à tamponner la page de mon passeport portant un visa soudanais. C'est ainsi que se passa mon premier contact avec le continent africain. J'ignorais alors que mon séjour en Afrique allait durer 24 années. Ma rencontre avec la réalité soudanaise fut violente. Le contraste avec tout ce que j'avais vécu jusque-là en Asie ne pouvait être plus grand. Le Soudan est un pays dur. J'y découvrais le racisme et le mépris des nordistes arabo-musulmans qui dominaient le pays envers les Noirs sudistes, pour la plupart chrétiens. Quelques jours après mon arrivée à Khartoum, je me suis retrouvé au Darfour. De là, j'accompagnais les convois de camions chargés de vivres destinés au sud du pays, ravagé par la guerre et la famine. Difficulté des conditions de vie à bord de ces convois, chaleur accablante, insécurité, état épouvantable des pistes, voilà toutes les réalités auxquelles j'eus affaire durant mes premières semaines. Mais le plus pénible était à venir. Il m'attendait à notre arrivée à Wau, une ville assiégée par la rébellion sudiste, où des dizaines de milliers de civils déplacés s'entassaient dans des camps. Le pire, c'était la famine. Dans ces camps, je rencontrais des êtres humains hagards, véritables squelettes ambulants, des enfants faméliques au visage couvert de mouches. Toute cette humanité vivait dans la crasse et la promiscuité. Hommes, femmes, enfants, assis ou couchés par terre, au milieu des immondices, sous des abris de fortune, attendaient désespérément de l'aide. Tôt le matin, les corps de ceux qui étaient morts pendant la nuit étaient évacués sur des brancards sommaires pour des inhumations encore plus sommaires. Non seulement je fis l'expérience de la guerre et de la famine, mais je fus aussi le témoin d'un coup d'État,
le 30 juin 1989. Il porta au pouvoir un général, Omar Hassan el-Béchir, dont les spécialistes du Soudan prédisaient qu'il serait rapidement renversé. Non seulement il ne le fut pas, du moins à cette époque-là, mais il demeura au pouvoir 30 années, qui furent marquées par un durcissement du régime islamique et de la charia, par une intensification de la guerre au sud, et finalement par l'indépendance du Soudan du Sud en 2011 et par le déclenchement d'une autre guerre civile au Darfour cette fois. Ces deux guerres ont fait des millions de morts, provoqué d'immenses souffrances pour les populations civiles, en proie à la violence, aux massacres, aux bombardements, aux attaques lancées par de sinistres milices arabes et aux famines à répétition. Mais durant cette année 1989, je sillonnais le Soudan du Sud, qui faisait alors encore partie du Soudan, accompagnant les convois de nourriture, que ce soit à bord de camions sur des pistes défoncées ou à bord de barges sur le Nil. C'est cette première expérience africaine qui dura près d'une année, durant laquelle je devins extrêmement mince. Aujourd'hui, je ne suis plus mince, mais mes pensées sont tournées vers Khartoum et le reste du Soudan. Je pense bien sûr aux populations civiles, éternelles victimes des combats entre groupes armés. J'ai aussi une pensée pour la petite minorité chrétienne, qui représente seulement 5% de la population totale, qui s'élève à près de 45 millions d'habitants, et dont l'écrasante majorité est musulmane. Je pense aussi aux Nuba, ce peuple qui vit dans les monts Nuba, dans la région du Kordofan, et qui a résisté des siècles durant aux différentes tentatives d'islamisation forcée menées par les régimes qui se sont succédés à Khartoum et qui défend envers et contre tout son mode de vie traditionnel, son animisme ou son christianisme. Voilà ce que je pouvais dire, chers amis, au sujet de ces souvenirs vieux de 34 années, et je ne peux que former les vœux pour que ces affrontements à Khartoum cessent au plus vite et qu'ils ne deviennent pas une nouvelle guerre civile. C'est sur ces paroles que je vous dis à la semaine prochaine.